Le mercredi à 19 h, toutes les stars des années rap débarquent sur Radio Star. Planète Marseille devient Planète Star. Chronique de Mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Planète Star, Planète Mars, Planète Marseille et cette nouvelle émission qui s'appelle Chronique de Mars. Un nouveau rendez-vous pour vous sur Radio Star qui a lieu tous les mercredis à 19 h. Et on va parler de culture urbaine, la culture urbaine sous toutes ses formes, l'écriture, la composition, le rap évidemment, mais les breakers, les graffeurs, les beatmakers. On va échanger avec tous ces artistes pour parler de cette culture de la rue, mais qui a fait de Marseille la ville où le rap français est né. Il se passe beaucoup de choses à Marseille. On n'est pas forcément toujours au courant de ce qui s'y passe et on va vous en parler justement. Vous allez découvrir énormément de choses, je pense, dans cette émission. On va parler évidemment des quartiers, là où le rap et la musique font partie du décor. Alors pour animer cette émission, j'ai fait appel à une star dans le monde de l'urbain parce qu'il connaît tout le monde le connaît, je crois que tout le monde le respecte et l'apprécie énormément. Il est le producteur de l'album Chronique de Mars 3. On avait reçu, je vais dire son nom, Reda. On l'avait reçu avec pas mal d'artistes. Il était venu à Radio Star nous parler justement de ce Chronique de Mars 3. Et il nous reçoit aujourd'hui, presque chez lui, parce que sa boutique, c'est presque devenu chez lui. Nous sommes donc dans la boutique Mec de la Rue, qui se trouve au centre-bourse, à 2 pas de la Canebière à Marseille. Fin du suspense donc. Et le garçon dont je parle, c'est Mister Reda. Salut Reda. Salut. Bonjour Thierry. Eh ben, on est ravis de partager cette émission avec toi. Pareillement. Je crois que tu vas nous faire découvrir plein de choses dans le monde de l'urbain. Un petit mot peut-être pour commencer de ce lieu qui est assez neuf, assez récent, qui est une boutique, qui l'eût cru, Mec de la Rue, la marque que tu as créée il y a des dizaines d'années, mais aujourd'hui se concrétise. Ben ouais, en fait, c'est pour reprendre un peu ce concept qui a été fait il y a plus de 30 ans par 5 personnes, donc un qui était mon grand frère. Et ça gravitait autour de ce quartier-là, qui était le centre-ville. Donc le centre-bourse était le lieu de rendez-vous de pas mal de personnes, de personnalités à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de pouvoir réussir à monter et à créer cette boutique dans l'état qu'elle est aujourd'hui, avec tous les passages d'artistes, toutes les personnes qui ont connu la marque il y a plus de 30 ans. MDLR, c'est une marque qui a été portée par beaucoup de groupes marseillais, que ce soit IAM, FF, Troisième Œil, Carré Rouge, énormément d'artistes qui la connaissent et qui la portent encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'était une fierté de pouvoir réussir à vraiment concrétiser ça. Et donc si Mec de la Rue a 30 ans à peu près, Chronique de Mars a à peu près 30 ans aussi, si on se rappelle de la première édition, on en parlera avec Faflarage tout à l'heure. Chronique de Mars 3, donc ça c'est un 3e album que tu as produit. C'est quoi l'idée pourquoi tu as repris le flambeau? Je l'ai repris un peu sur un coup de tête, hein. Je l'ai repris avec Bouga, on était sur un tournage du groupe IAM. Oui. Et en fait, Bouga, il avait proposé à Imhotep de pouvoir éventuellement refaire ce projet pour que lui puisse poser un son dessus. Et Imhotep, il nous a dit que c'était pas trop d'actualité. Et moi, dans la folie, je me suis projeté, j'ai dit à Bouga, pourquoi on le fait pas nous? Mais quand je l'ai dit, je voyais pas tout le taf qu'il y avait à faire. Mais j'ai tenu et aujourd'hui, il est là. C'est dans les bacs. C'est sorti. Voilà, c'est sorti. Alors, parmi les invités que tu as souhaité recevoir aujourd'hui, on est là aussi dans la grande histoire du rap marseillais, parce que évidemment, on a tous été marqués par la Funky Family. Ouais. Et on a à nos côtés, avec nous en plateau aujourd'hui, notre fameux DJ. Le fameux DJ Jail. Le DJ au chapeau. Qui a mis un bonnet aujourd'hui. Salut Jail. Salut les gars. Tu te rappelles comment c'est né Funky Family? Bien sûr, je me rappelle très bien. C'est né de 2 entités, une première qui s'appelait Le Rythme et la Rime, une seconde qui s'appelait BWZ, Black White Zulu. Et on a voulu, avec Pon, à l'époque, on s'était promis de monter un groupe, de monter une espèce de collectif comme ça. Puis le 3 décembre 94, donc c'est bientôt l'anniversaire, on a eu une proposition de première partie, un groupe de rap suisse qui s'appelait Sens Unique à l'époque. Et il fallait trouver un nom, et ça a été tout de suite Funky Family, Funky, parce qu'on écoutait beaucoup de Roger Troutman, de
de Zap, de George Clinton, tout ça. Beaucoup plus que Kool and the Gang, etc. Et Family pour l'esprit, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai aussi la naissance de cette marque formidable qui est MDLR, dont Reda est aujourd'hui le digne représentant. Donc tout est né à peu près à la même période, et je pense qu'il y avait une envie de construire, de s'affirmer, et puis de montrer que là d'où on vient, on pouvait faire des choses belles, quoi. Et alors, on est en 2024, et en 2024, eh on reparle de la Funky Family. Oui, pour une série de concerts, exactement. Une série de concerts qui commencera le 13 juillet. Alors je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais on se prépare à ça. On a beaucoup de pression parce qu'on a envie de donner des choses qui soient bien, quoi, en fait. On a envie de donner une bonne énergie, un bon concert. C'est pas évident à préparer, mais voilà, ça commence le 13 juillet, Jardin Sonore à Vitrolles. Ok, merci pour la news. On a entendu aussi récemment que tu allais créer ton premier festival. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est le premier festival 100% rap marseillais, en fait. Il s'appelle le Funky Festival de Mars. Yes. D'ailleurs, MDLR est partenaire. C'était tout à fait logique, puisque c'est la famille. C'est le 12 et 13 avril, vendredi, samedi, avec beaucoup d'acteurs de la scène marseillaise. On entend des rappeurs légendaires, des rappeurs légendaires comme Faflarage ou Troisième Œil, mais aussi des confirmés comme REDK ou Olis l'Infâme, des nouveaux venus comme SO La Zone ou Ghetto Phénomène, le groupe de Joule. Il y aura Lansky Namek et Soumeya qu'on a vu à la Nouvelle École dans l'émission Netflix. Voilà, Rageur, vachement d'artistes. Il y aura un contest de rap avec un prize money, un contest de danse organisé par les Sancho qui avait fait la France à un incroyable talent. Donc avec un prize money, c'est pendant 2 jours, c'est une grosse fête et c'est la première à Marseille. Donc c'était important d'avoir des partenaires comme MDLR, de le faire dans la ville et puis de représenter en tant que DJ qui fait vachement de choses pour la ville. Un événement qui soit digne représentant de la ville, quoi. C'est fou quand même qu'on ait été obligé d'attendre 2024 pour un festival vraiment rap marseillais à Marseille, quoi. Avant j'étais trop jeune. Non mais je pense que c'est la maturité. C'est la maturité. Non mais en fait je pense que Reda te le dira aussi. Il y a un moment dans ta vie où tu élabores ton plan, où tu fais évoluer ton plan. Et puis quand tu arrives plus ou moins à atteindre un premier niveau, tu essaies de passer, comme on dit, de step up au deuxième niveau. MDLR, c'est né dans la rue. Aujourd'hui, il y a une boutique dans le quartier où c'est né, dans le centre Bourse, où nous on traînait, vrai, on rêvait de boutiques, de choses comme ça. Aujourd'hui, tu vois MDLR ici, moi c'est quand même un truc hallucinant. Historiquement, c'est quand même fou. C'est une marque de streetwear marseillais dans un lieu qui est le centre Bourse, qui est un lieu... légendaire du centre-ville, puisque avant, il faut savoir que le centre-ville, on appelait ça la rue élastique. Tu n'avais que la rue Saint-Féréol, tu arrivais au centre-bourse, tu repartais au bout de la rue Saint-Féréol. On faisait que ça, ouais, monter, descendre. La Calumière était déjà morte, la pauvre, il n'y avait plus rien à en tirer. Et donc, du coup, c'est fou de le voir ici. Donc, oui, ouais, comme je te dis, tu élabores. Et puis, après la Funky, j'ai fait de la production. Et puis, je me suis posé la question pendant un moment. Ça faisait 2 ans que je mûrissais la chose avec mon associé Alphonse. Et aujourd'hui, voilà, ça se concrétise avec en partenaire le cabaret aléatoire. Bon, on reparlera donc de ce festival. Yes. Funky comment Funky Festival de Mars. Funky Festival de Mars, et ce sera au mois de juin? Non, avril, le 12 et 13 avril. Ah oui, c'est très bientôt. C'est très bientôt. C'est tout chaud alors. Oui. Bon, merci pour l'info. Merci à toi. Merci à vous. Tu as voulu d'autres invités aujourd'hui, Reda? Ouais. Donc dans un instant, on va recevoir qui? On l'appelle tous le tonton. Ah, Imhotep. C'est le tonton de tout le monde, c'est le tonton du rap. Ayam. C'est celui qui m'a permis, il y a plus de 2 ans, de pouvoir avoir cette autorisation, de pouvoir exploiter son travail, ce qu'il avait créé à l'époque, et ce qui a donné Chronique de Mars 3. Donc pour moi, qui était un jeune producteur, j'avais jamais fait, ou ne serait-ce que créé, un album avant ça, et il m'a permis de pouvoir... concrétiser un rêve. C'est un rêve d'enfant. Moi, Djel, je l'ai connu à l'époque. Aujourd'hui, on est dans un magasin où on met des vêtements en avant. Oui. Mais il faut savoir, les gens ne savent pas tous, mais c'est l'un des tout
tout premier, c'est la première personne avec qui j'ai appris à faire ou à comprendre comment on pouvait faire des t-shirts. Je sais pas, je te souviens sur le Vieux-Port. Avec c'est vieux. BC13, non? Tu C'est avais quoi ta première marque? Alors je sais pas, mais tu avais un atelier sur le Vieux-Port à côté de l'encre. Oui. Tu sais, la grande encre là. Et il fallait passer les trucs à la gouache avec la Exactement. peinture. Et c'était toi qui étais à l'atelier. Donc toi qui... Et moi j'ai connu ça donc tout petit. Et aujourd'hui, l'entendre avec nous, présenter son festival, nous parler de cette fameuse marque Mec de la rue et de son travail avec son groupe Funky Family et tout ce qu'il a créé depuis toutes ces années-là. Pour moi, c'est comme c'est une fierté. Donc tout à l'heure quand tu m'as présenté, je suis pas une star, moi au contraire, je suis quelqu'un qui est fan en fait de ce qui a été fait à l'époque. Et j'essaye juste de le remettre au goût du jour. Je comprendrai. Tu ne joues pas les stars, mais tu es une star. Voilà. On va s'arrêter là. On va faire bien sûr. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Imhotep, notre invité dans Planète Star, Chronique de Mars sur Radio Star. À de suite. De retour dans Planète Star, Chronique de Mars avec Reda, cette nouvelle émission qu'on vous propose depuis la boutique Mec de la rue au Centre Bourse à Marseille. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent viendront découvrir la boutique et la marque. On en reparlera tout à l'heure. Ton invité, celui que tu as souhaité être présent sur cette première émission, il compte beaucoup pour toi aussi. Ouais, fortement. C'est Imhotep, Monsieur Tonton. Et on va faire entrer Tonton, puisque c'est le surnom. Lié au respect de la carrière. Bonjour tout le monde. Et ben on va... Chers auditeurs, bonjour. On va te souhaiter la bienvenue, évidemment. Merci beaucoup. Là, on est avec Gel et sur le début de la Funky, on a parlé un petit peu de ce qui est né à Marseille il y a 30 ans. Qu'est-ce que toi tu peux te dire sur la création peut-être d'IAM ou des expériences que tu as peut-être eues avant IAM d'ailleurs? Eh ben, on va dire que... C'est de quel quartier d'abord peut-être? Moi, à l'origine, à l'époque, j'étais à la rue Jean de Bernardi, c'est-à-dire au tout départ du boulevard National. Oui. Et j'étais plutôt dans le reggae à l'époque. Je gravitais un peu dans le milieu du reggae, du dub. Et en fait, de temps en temps, j'allais à des soirées reggae ou des soirées dub, notamment organisées par le Massilia à la Maison Hantée, entre autres. Et un soir, je tombe sur un concert d'un groupe, ça s'appelait même pas encore IAM, ça s'appelait B-Boy Stance. Et je vois 3 énergumènes, et c'était minot, hein. Il y avait Shuriken, Akhenaton et Keops. Donc déjà, rien que les noms égyptiens, je me suis dit, égyptiens et chinois, je me suis dit, oula, c'est pas des Américains, déjà. Et c'était vraiment, pour moi, je vais vous le dire la vérité, c'est la première fois que j'entendais rapper en français. Parce que le rap français, on n'en parlait pas à l'époque. Et donc, du coup, c'était vraiment un choc. Ça rappait beaucoup sur des phases B, des instrus ricains à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bon, ils sont très bons, mais ils ne sont pas prêts. Je reviendrai l'année prochaine et je commencerai à travailler avec eux. Et ça, on était en 87 par là. Et je les ai rencontrés en 88, fin 88. Et on a commencé à travailler d'entrée sur... dès qu'on s'est rencontrés, ça a accroché direct parce que moi, à l'époque, j'étais instituteur. Dans le quartier nord, j'étais à Solidarité. Et je venais de prendre un crédit pour me payer mon premier sampler, qui était un W30 de Roland. Et ouais. Du coup, quand ils sont arrivés à la maison, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils ont vu le sampler, ils ont fait... tu les as invités chez toi alors? Ouais, ben ouais, ils m'ont squatté plutôt, on va dire. J'avais fermé la porte, ils sont arrivés par la fenêtre et ils m'ont vidé mes packs de Heineken et mes paquets de pâtes et ils m'ont squatté pendant tout un hiver, le temps qu'on fasse la cassette concept. Wow. Voilà. C'est beau comme histoire parce qu'on ne la connaît pas cette histoire-là. C'est vraiment les tout début du groupe et en fait à partir de là on a agrandi le groupe avec l'arrivée de celui qu'on n'appelait pas encore Freeman à l'époque, s'appelait Malek Sultan et le DIVIN Kefren
Oui. Tu vois, qui sont venus pour ambiancer un peu et faire les bacs sur scène et surtout la danse. C'est les grands danseurs de La l'époque. danse qui était avant le rap. Bien sûr, mais même Shuriken était danseur, il est arrivé dans la culture hip-hop par la danse. Et alors le premier titre, ça a été quoi en fait la première chose où vous vous êtes dit ça peut être un tube. Ça peut être un tube, on calculait pas, on calculait rien en termes de tube. À l'époque, tout le monde nous prenait pour des fous. Ouais. Nous disait mais arrêtez, ça marchera jamais, votre musique, on n'est pas à New York. Venez, on fait du reggae ou du funk. À l'époque, Marseille, c'était que le reggae et le funk. Le rap, c'était vraiment, on passait pour des Martiens, c'est le cas de le dire. Et donc, même au moment où on a fait Je danse le Mia, la maison de disques nous disait mais non, mais ça c'est un truc de Marseillais, ça marchera jamais. Nous, on pensait, même après avoir fait un premier album disque d'or, on pensait que ça resterait toujours confidentiel, que le rap français, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, hein, où c'est devenu aujourd'hui la première musique commercialement parlant dans le paysage musical français. Mais à l'époque, c'était improbable. Personne n'y croyait. Même nous, on envisageait que de faire un tube. Donc, on n'en était pas là encore. Reda, ton lien, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc c'est quoi ton image première de Tonton? Ah, Tonton, c'est le respect, c'est l'ancien, comme ils disent les autres, les grands. Moi, je le vois, en fait, je vois la scène marseillaise toujours comme à l'âge où je l'ai connu, en gros, dans ma tête, tu vois. Donc, tu te rappelles un peu de... Bon, t'étais un peu plus jeune, mais cette époque-là, tu l'as connu un peu après. J'ai connu Ayam parce que mon grand frère, il traînait avec... quand il parle de Bibotstein, mon frère, il traînait avec ces gens-là. Donc, ils avaient un squat qui était sur le Vieux-Port. Ils restaient devant le métro. À l'époque, avant que ce soit le Quick, c'était Free Time. C'était une enseigne américaine à l'époque. Donc, moi, quand je sais pas si c'est français ou américain. Bonne question. En tout cas, c'était un genre de Quick, comme Burger King, et eux, ils traînaient là. Et ils jouaient au basket, au panier, pas au panier, au pompier. À la caserne et moi, en des fait, pompiers. Voilà, en gros, je gravitais entre le métro et les pompiers parce que mon frère, il avait un vélo. Et du coup, je faisais les allers-retours, tu sais, je grattais le vélo. Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait, et toi, les copains de mes grands frères. Pour les écouter? Ah non, moi c'était que pour... moi je suis un bon spectateur de base, je suis un bon client. Ouais. Que ce soit clip, que ce soit dans les concerts. Moi, Ayam, étant tout petit, je faisais de la figuration sur les clips d'Ayam. Que ce soit aussi sur FF. J'essayais de participer à chaque fois à quelque chose. Est-ce que vous, entre Gel et Ayam, vous vous connaissiez déjà à l'époque ou comment vous êtes... est-ce que vous étiez concurrents à la limite? Moi, en fait, j'ai découvert le groupe Ayam en fin 88, début 89, au métro, par le frère de Reda aussi, un autre de ses frères. Et quand je suis arrivé, c'était un truc incroyable, quoi. C'était tout nouveau. C'était des ovnis, quoi. Des mecs qui étaient habillés comme tu avais jamais vu. Ils écoutaient une musique que tu n'avais jamais entendue. Et la première fois que je vois Tonton, c'est au Virgin Megastore. Ils font la promo de Planète Mars qui va bientôt sortir. Ils jouent sur le petit pont qui traverse le Virgin, qui est aujourd'hui un Zara, là. Ouais. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait j'avais eu la cassette concept, je l'avais vu dedans, que je me rends compte que c'est le groupe de la ville. C'est ce qui représente et définit, d'ailleurs pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est le groupe qui représente le plus la ville. On a eu d'autres musiciens, on en a d'autres aujourd'hui, mais Planète Mars, c'est une expression à eux qui est devenue nationale. La vision de la musique, et puis c'est le seul groupe aujourd'hui qui reste encore en mouvement et en place. Mais c'est fin 89 que je découvre le groupe Ayam, et c'est une gifle d'ailleurs. On termine sur l'actualité, puisqu'Ayam continue à se produire, continue à faire des concerts. C'est sold out dès que vous produisez. C'est jamais non plus des très très grandes salles. Je pense qu'il y a une volonté peut-être d'un peu de proximité. Quel regard tu as aujourd'hui en 2024 sur tout ça? En fait, ça a été un choix de faire une tournée des petites salles et surtout pour les conditions du live qui est différent. En fait,
on apprécie. On a fait des grandes tournées de Zénith ou des Bercy ou des Accor Arena, tout ça. Mais on a une préférence quand même pour les petites salles. Et pour l'intimité, pour le contact avec les publics, la proximité, c'est quand même autre chose. Et donc effectivement, le revers de la médaille, c'est que c'est complet très vite. Et heureusement, on peut rajouter des dates. Là, on vient de rajouter une date le 20 avril au Moulin. Parce qu'à Marseille, quand même, le silo, ça faisait trop short. Ouais. Et moi, je suis très content pour mes collègues qui sont pleins d'entrain, plein de vitalité. Moi, j'ai un peu calmé. Je vais être franc avec vous. J'avais prévu de prendre ma retraite à 60 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est parce que j'avais plein d'autres choses à faire, du jardinage, de la cuisine. Fallait que j'aille c'est important aussi. Il fallait que j'aille à la pêche. J'ai fait les vendanges et tout. Je suis très, très occupé comme retraité. Et du coup, mais je valide à fond. Mes collègues, ils ont presque une dizaine d'années de moins que moi. En moyenne, ils sont très, très sportif. Moi, j'ai pas la même santé. Et du coup, je me suis fait remplacer sur les deux tournées précédentes et celle-là. Et ça se passe très, très bien. Et tout le monde est au taquet. Et je les suis un peu de loin. Là, ce soir, ils sont à Perpignan. Ils vont mettre le feu comme jamais. Et c'est magnifique. Voilà, une belle histoire encore grâce à toi, Reda. Moi, je voulais juste une dernière question. Dans tes débuts, à aujourd'hui, comment tu le vois, le projet Chronique de Mars? De quelle manière tu l'as vu partir ou comment tu le ressens aujourd'hui? C'est une question personnelle en même temps. Mais en fait, on en a déjà parlé. Pour moi, je le ressens de la même manière que les premières soirées qu'on a fait au Café Julien, où on a vu arriver ce jeune homme avec ses collègues de la Funky Family. À vous, tu avais 12 ans à l'époque. Ils étaient pas loin. Ils étaient vraiment petits. On était jeunes, ouais. Et on les voyait arriver. Et quand ils sont commencés à... de toute façon, à l'époque, c'était battle de danse. N'importe qui pouvait rentrer dans le cercle et danser. Même s'il y avait un petit set avec... Ayam ou des rappeurs, un set qui était préparé, ça finissait toujours en open mic, c'était systématique. Et ce côté familial, ce côté collectif, c'est ça qui a créé l'esprit Chronique de Mars et entre guillemets la franchise. Ça a été basé dès le départ sur l'ouverture, sur la transmission, l'invitation des nouvelles générations à rejoindre les anciens. Et on a gardé ça depuis le début, c'est un peu le fil conducteur et ça s'est passé mais tellement naturellement quand on a fait le premier Chronique de Mars. On s'est dit, on était au studio au Petit Mât à Martigues, chez Fifi et Bru et on s'est dit, on va inviter les collègues qu'on a vus soit au Café Julien, qu'on a vu en ville et tout. On savait qu'ils commençaient, ils venaient de sortir, il y avait eu un CD, c'était même un coffret de CD qui était sorti. Les Black White Zulu, c'était que Christophe et Menzo qui l'avaient sorti. C'est le coffret avec le centre de la poésie du refuge, de la place du refuge. Voilà, et ça c'est vieux ça. Oui, c'est très vieux. On n'avait rien sorti. Hein. De toute façon, on avait fait le retour du Shit Squad en maxi, je crois, mais après on a fait l'album Chronique de Mars. C'était la même année que 98. Donc c'était la même année. Vraiment le côté famille, le côté invitation. La porte est ouverte, le micro est ouvert et bienvenue à la nouvelle génération. Et puis on a essayé de garder cet esprit-là jusque sur le 2 et sur le 3 aujourd'hui. Je crois que c'est respecté aussi sur le 3. Voilà, où c'est les 52 rappeurs. Hein. 52 rappeurs de 3 ou 4 générations différentes et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On va laisser passer l'année. Là, il est sorti, il est toujours disponible dans les bacs. C'est ça, il est sorti il y a 4 mois. Voilà. Donc Gel qui nous a fait l'intro. On va faire une nouvelle pause. On a parlé de Shuriken tout à l'heure. On va recevoir le petit frère. Oui, Monsieur Faflarage. Monsieur Faflarage qu'on retrouve dans un instant sur Radio Star. Retour dans Planète Star, Chronique de Mars avec Reda dans la boutique Mec de la rue. Et dans cette première émission, Reda, il y a des gens qui te tiennent vraiment à cœur. Et celui qu'on va recevoir maintenant, tu l'aimes beaucoup. Ouais, c'est le fameux Faflarage qui avait programmé le
Chronique de Mars. Et on accueille avec Faf. tonton. Faf Larage, salut à toi, bienvenue. Content de te revoir. Tiens, je t'en prie. Alors on a appelé cette émission Chronique de Mars. On a appelé cette émission Chronique de Mars. Oui. Alors c'est évidemment quelque chose qui te parle, Chronique de Mars. Chronique de Mars, ouais ou... 1, 2, 3. 1, 2, 3, oui, Chronique de Mars, bien sûr, ça me parle. Comment c'est né cette idée? Ah ben cette idée elle est née du personnage qui est à côté de moi, c'est-à-dire de Tonton, à la base, qui a eu vraiment l'idée justement de créer un projet à partir de premiers maxi vinyle qui étaient sortis, parce qu'à la base il a créé son label Kif Kif Prod, et ensuite avec des maxi vinyles avec des rencontres un peu particulières, c'est-à-dire par exemple moi avec mon frère, on n'avait jamais rappé tous les deux ensemble en duo. D'accord. Et on s'est retrouvés donc justement sur un maxi chronique ensemble. Le but c'était de créer des combinaisons un peu qu'on n'avait pas l'habitude. Et ça a fait pas mal de bruit. Et du coup de là, forcément est découlée l'idée d'un album. Je la fais courte, hein, mais de faire ça en plus grand format avec toute l'équipe marseillaise. Mais que je comprenne, qui a fait la programmation finalement de ce premier album? Chacun a suggéré un certain nombre de... Ouais, la programmation, c'est Tonton, c'est Lassat, c'est Gilles. Moi j'ai participé un petit peu. Moi, c'est l'équipe de Kif Kif Prod. Ça a été assez rapide, hein. Tour de table, un tel. Mais bon, en gros, c'était réunir les poteaux et puis les jeunes aussi émergents. Donc ça s'est un peu imposé assez facilement. Ça s'est fait naturellement en fait, et puis c'était beaucoup des choix qui se faisaient par rapport aux instrumentaux, c'est-à-dire que le principe de base, c'est qu'il fallait pas que ce soit forcément qu'on retrouve tous les MC d'un groupe sur le même titre. Donc à partir de là, on faisait écouter les instrumentaux, et c'est les MC eux-mêmes qui disaient « Ah non, mais moi je veux être sur cet instru-là ». Ils se retrouvaient avec un autre qu'ils n'avaient pas prévu. Et ça s'est fait très spontanément en fait. Il n'y a pas eu vraiment de direction. Et ça a assuré une forme d'équilibre entre les différents titres. Tout à fait. Voilà, ça s'est bien goupillé comme ça. Bon, et Faf, donc voilà, les années passent. Ouais, les années passent, carrément. On est obligé, parce qu'en préparant cette émission avec Reda, on est obligé aussi de s'arrêter sur la série Prison Break, parce que le fait qu'on choisisse un rappeur marseillais pour une série qui passe sur TF1, donc une série dite grand public, comment c'est arrivé jusqu'à toi, cette histoire? En fait, tu vas voir, je vais te faire un lien que je fais assez rarement, parce que ça m'oblige à remonter vraiment dans le temps. Mais c'est ce qu'on veut nous aujourd'hui. Du coup, quand on parle de Tonton, en fait, faut savoir que moi j'étais artiste Kif Kif Prod, donc signé chez Tonton, chez Pascal. Et en fait, avec son label, ça a été aussi mon premier contrat d'édition. Qui était un premier contrat d'édition qui était à l'époque où il travaillait avec EMI. Tu te rappelles, c'était au tout début ça. Coédition avec EMI. Et donc du coup après quand Kif Kif avec EMI édition en fait a arrêté la collaboration, en fait EMI a récupéré des artistes et en fait moi j'ai atterri chez EMI. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'après je suis resté pendant des années chez eux et en fait c'est le boss, enfin les boss se sont succédés, c'était pas celui qui nous avait signé à l'époque mais celui d'après, Fabrice Nataf, qui me propose, en fait qui me parle de la série Prison Break à un moment donné où je passe dans ses bureaux. Et donc ça vient de EMI parce que EMI gérait le catalogue de la Fox, tout le catalogue musical de la Fox en France. Et donc il me parle de cette série Prison Break en me disant ça va arriver en Europe. Et c'est déjà une déferlante aux États-Unis à bout de 2 épisodes, ça va être un carton. Et en fait, moi, j'ai proposé aux Américains de faire un générique, de le faire à l'ancienne en fait, un générique pour nous, les pays francophones et tout. Et si tu as des idées, vas-y. Et en fait, j'avais des idées, j'en avais plein même. Et j'ai proposé des choses en fait, et ça a été validé assez rapidement par les Américains. Ouais. Aujourd'hui, on appelle ça de la synchro. Il y a beaucoup d'artistes qui font des musiques de pub, enfin, dont la musique est utilisée pour de la publicité. Ouais, donc en fait, tu as fait ça avant tout le monde. Ouais, enfin, oui, c'était les génériques. Ouais, ça se faisait peu à l'époque, surtout des génériques francophones pour les séries américaines. On n'avait pas vu ça depuis pas mal d'années en fait. Rappelle-moi qui était la voix féminine qui chantait sur le titre avec toi. C'est une chanteuse qui s'appelle Flo. En fait, il y a deux chanteurs. Il y a Flo
qui chante. Vous avez sur les réseaux, on peut la retrouver et tout ça. Et Ambo. Ambo, qui est un chanteur aussi d'ici, marseillais, avec qui on a trouvé les mélodies de refrains et tout ça. Alors cette version francophone du générique, tu as une idée du nombre de pays qui l'ont utilisé? Au Québec par exemple, c'était... Alors ça a été surtout Belgique, Suisse, France. Au Québec, je sais pas, je pense qu'il y a eu pas mal de téléchargements à l'époque, tu vois. Donc on savait plus. Donc on savait plus. Après, pour te donner une ordre d'idée, c'est vrai qu'après le morceau a été synchronisé dans la saison 3. Donc c'est-à-dire que là pour le coup tu as les génériques et la synchro. La synchro c'est des morceaux qu'on utilise pour mettre à l'intérieur de la série pendant une action par exemple. Et ben en fait si tu veux ils aimaient beaucoup le morceau en fait, la Fox et toute la team autour. Donc ils m'ont dit on va te faire une petite surprise. On a synchronisé dans la saison 3 la première scène, enfin dans une scène au tout début de l'épisode 1, il y a le morceau à un moment donné, ils sont dans un bar et tout, et puis il y a le morceau qui tourne derrière. Voilà, donc du coup si on compte ça, normalement, tous les pays du monde l'ont entendu au moins une fois. Dernière question peut-être sur le sujet. Aux États-Unis, la version originale de cette série-là, c'était également un rappeur qui chantait le... Pas du tout. Non, c'est, pas du tout. c'est aux États-Unis, la version, c'est comment il s'appelle, Rahman. C'est un gros compositeur. C'est celui qui fait aujourd'hui, par exemple, le générique et toute la musique de Game of Thrones, de tout ça. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est un grand. C'était un peu ses débuts. Depuis, il a bien grandi. Par contre, il y a une vraie com autour du morceau aux États-Unis aussi. C'est vrai, ça. C'est-à-dire que le morceau là-bas a tourné en radio. Ils l'ont vraiment présenté comme un titre phare européen et tout ça aux États-Unis. Et après, il y a eu des reprises européennes. Des covers. Des covers européennes, on peut dire ça comme ça. Bon, l'histoire Reda et Faf. Reda. Ben Faf, pareil, comme tout à l'heure, hein, Vous êtes connu à quel âge? Ben pareil, on va revenir sur la même chose. C'est avec mes grands frères. Ouais. C'est l'époque du vieux port. Faf, il faisait partie aussi de tous ces personnages de la ville qui faisaient beaucoup de bruit. Et moi, j'étais que spectateur, j'étais tout petit, donc c'est un ami. C'est un ami de la famille en fait. En gros, moi, c'est un grand que j'ai toujours vu, toujours connu. Et le fait d'avoir collaboré avec lui sur les projets qu'ils avaient eux-mêmes créés, pour moi, c'est un souhait que j'imaginais même pas faire. Et aujourd'hui, le faire et en parler avec eux, avec toi, sur cette radio, ici à la boutique, tu imagines la boucle comme elle est bouclée 25 ans après. C'est beau de parler de Chronique de Mars avec les deux personnes qui ont fait ce... Et Faf, c'est l'un des premiers ou l'un des seuls artistes à avoir fait cette fameuse trilogie. Il a fait le 1, le 2 et le 3. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça. On est quelques-uns, je sais plus lesquels, mais on n'est pas nombreux. On peut parler peut-être un peu de ton actu, de tes projets. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses... Parce que je sais que tu en as beaucoup, mais... Dans l'immédiat, de concret, je pense que vous avez parlé avec Jel du Funky Festival. Ouais. Alors on a évoqué, c'est le mois prochain. C'est le mois prochain, donc 12 avril, donc je vais performer au Funky Festival. Ça c'est une bonne nouvelle, il y a longtemps qu'on t'a pas vu sur scène. Ouais, comme je dis, souvent les scènes, je les choisis, je fais pas toutes les scènes qu'on me propose, donc je sélectionne, mais là, bon, c'est quand même la famille. En plus là, probablement, il y aura avec moi Sébastien Damiani, qui est mon acolyte, mon associé, qui sera au clavier avec moi. C'est assez rare qu'on le fasse, donc ça va être vraiment top. Après, je vais faire aussi là pour le coup avec Gel, c'est vrai que ça je l'ai pas trop annoncé mais je pense que je peux le dire maintenant. On va avoir une exclue. C'est le 20 avril en fait, je fais l'ouverture du match au Vélodrome RCT Toulon et Toulouse. Voilà, au milieu du stade en fait. Aujourd'hui. Voilà. Pour la promo, la promo du festival de la Kermesse en fait, qui sont à la base, c'est une équipe du Var. Donc forcément, voilà, le Var, Toulon, Toulouse, Marseille, tout ça, c'est assez proche. Et donc, comme je suis dans le festival avec eux, je fais quelques dates cet été. Du coup, voilà, avec toute l'équipe du Vélodrome, de l'équipe de rugby, tout ça, ils se sont concertés et ils m'ont demandé de faire le truc.
Et je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter parce que nous, on veut traiter avec Reda toute cette culture urbaine, qu'elle ait 30 ans ou qu'elle soit d'aujourd'hui. Et je crois que tu fais beaucoup justement pour ouvrir cet univers du rap à d'autres influences musicales que le rap. Tu vois où je veux en venir? Oui, bien sûr. On parle alors, il y a deux choses. C'est soit tu me diras, soit c'est l'un, c'est l'autre. Ça peut-être les deux. Soit je pense, je te parlais de Sébastien tout à l'heure. Donc moi, je pense à l'univers crossover qu'on essaie de développer maintenant depuis 10 ans, c'est-à-dire vraiment de mélanger des sonorités symphoniques, mais avec aussi un côté très BO de film, joué, composé et joué, de mélanger aussi le lyrique, le chant lyrique. Donc on a fait des titres comme Opéra, on a fait des collaborations avec des orchestres symphoniques, avec vraiment une touch particulière dans le sens où vraiment tout est composé à la base, quoi, et on crée des samples qu'on récupère. Et en fait voilà, c'est le mélange en gros d'un univers classique et d'un univers hip-hop. Voilà, on milite assez là-dessus et on continue de travailler ce côté-là. Aujourd'hui, tu te sens plus quoi, compositeur, faiseur de rencontres Ouais, écoute, très bizarrement, un peu en me laissant, tu sais, en me laissant aller à mes inspirations, à mes rencontres et tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je fais un peu de tout en fait. C'est-à-dire que justement, des fois, c'est des rencontres, c'est faire rencontrer des gens, des fois c'est faire rencontrer des univers musicaux, des fois c'est rassembler. Donc vraiment, je peux me retrouver à faire du beatmaking, comme à rapper sur scène, comme à organiser des soirées, comme à créer des concepts, tu vois, à produire des projets. Donc vraiment, je suis un peu multitâche aujourd'hui. Ça me va plutôt bien, enfin, ça me plaît plutôt bien. Et toujours passionné, il n'y a pas de doute là-dessus. Et toujours en rapport à la musique, évidemment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien Damiani, tu peux nous en dire un peu plus? Sébastien Damiani, c'est comme je disais, c'est mon associé musical maintenant depuis 10 ans, et c'est un compositeur pianiste qui à la base était un pianiste concertiste dès son jeune âge. Donc c'est-à-dire que quand on dit concertiste aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le genre de pianiste qui à 14 ans était sur scène avec un orchestre symphonique et qui jouait 1h20 de Beethoven en live au piano. Non-stop, sans aucune fausse note. C'est amusant, tu n'utilises pas le terme de musique classique, hein. Tu dis symphonique. Tu fais une différence. Le symphonique, c'est parce qu'il y a l'orchestre derrière. Après, si on joue du Beethoven, on peut parler de classique. C'est-à-dire que j'ai pris mes cours avec lui depuis, et c'est vrai qu'en fait quand on parle de musique classique aujourd'hui, la musique classique c'est la musique d'avant, et après on parle plus de musique classique, on commence à parler de musique contemporaine, de néoclassique, de tout ça. Mais donc ouais, Beethoven, Tchaïkovski, Mozart, tout ça c'est de la musique classique. Mais après c'est pas parce qu'il y a des violons, il y a un orchestre symphonique que c'est de la musique classique. Ça c'est différent. C'est pour ça que je parle de symphonique. Mais Sébastien faisait de la musique classique, jouait de la musique classique sur scène. Après, il a composé beaucoup aussi. Et il a eu, je sais pas moi, il était disque d'or au Japon à 14 ans. Il a fait le tour du monde en jouant un peu de partout. Et puis ensuite, il s'est mis à faire vraiment de la musique. Et donc, on s'est rencontrés par rapport à ça. L'amour de la musique, lui qui vient de cet univers classique, qui aime le hip-hop. Et moi qui, par rapport au sample et tout ça, on samplait nous beaucoup de BO de films à l'époque. Et donc forcément le côté symphonique pour le coup là, pas classique, mais très attiré par ça. Et là d'un coup je le rencontre et je m'aperçois qu'en fait tout ce que j'écoute et tout, lui il peut le jouer, il peut l'écrire, il peut le diriger sur scène. Et là d'un coup voilà, et puis il y a un coup de cœur aussi vraiment amical. Et là on s'est dit il y a le panel devient tellement large qu'on va s'amuser. Là, oui, voilà, oui, incroyable. Spectre, oui. Et donc on va s'amuser. Et voilà, du coup depuis on fait pas mal de trucs ensemble. On a fait de la synchro, on a fait du générique, on a fait des musiques de spectacle, ciné-concert, de films muets où tout est rejoué sur scène. Tu pars de zéro, c'est un film muet. Donc toute la musique est composée et jouée sur scène, où on a invité d'ailleurs aussi mon frangin Shuriken pour ça. Il y avait Jel qui était avec nous, il y avait DJ Daz et les musiciens avec qui on travaille. On a plein de concepts en fait. Donc du coup on continue et puis voilà, on va voir, on a encore de beaux jours devant nous. Ah, je sens toujours cette motivation. Merci beaucoup d'être venu dans cette première émission. Merci à vous de m'avoir invité. L'équipe.
Reda, tu veux aussi, dans cette émission Chronique de Mars, mettre le prisme sur la nouvelle génération. Ouais. Alors, qui tu as invité? Alors, j'ai invité l'adjoint, c'est un beatmaker. C'est pas vraiment la nouvelle génération, mais c'est un beatmaker qui a collaboré et qui collabore encore avec énormément d'artistes marseillais et en dehors de la ville. Et actuellement, je sais qu'il va me donner une petite surprise parce qu'il bosse aussi avec des Américains. Et on va le retrouver donc dans un instant, ici instant. sur Radio Star. A tout de suite. Aïe. Suite de Planète Star, Chronique de Mars sur Radio Star, Reda, quelqu'un qui compte aussi énormément pour toute la génération actuelle. Ben ouais, c'est une personne qui travaille avec les anciens et les nouveaux. Alors, c'est monsieur l'adjoint. Monsieur l'adjoint, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, moi, je suis mais vraiment sidéré par le nombre d'artistes avec lesquels tu travailles aujourd'hui. Juste comme ça, tu peux nous donner quelques noms? Quelques noms aujourd'hui, là, actuellement. Oui. Bah, que ce soit la FF encore, avec Sat de la FF, que ce soit des artistes de variété comme Camille Lelouch, des nouveaux comme Solazone, comme Graia, c'est des nouveaux d'aujourd'hui. Ça m'arrive encore en Marseille, ça m'arrive encore de bosser avec Ayam sur des featuring, sur des projets particuliers. Alors c'est quoi? Que ce soit Soprano, Alonso, enfin des psychiatres, que ce soit, enfin tout le monde en fait à Marseille, vu que Marseille c'est quand même assez petit niveau artistiquement parlant. Je veux dire, on est vite amené à bosser avec tout le monde. Oui, c'est ça, on se croise beaucoup. Voilà. Et donc, alors, c'est quoi ton job exactement? Alors, mon job... À moins que Reda veuille le décrire. Non, pas le décrire. Moi, je voulais qu'il nous raconte un peu les débuts de son parcours, comment il est arrivé dans le hip-hop et de quelle manière il fait le beat. De base, mon job, c'est ingénieur du son en studio d'enregistrement. Ensuite, qui m'a amené à l'ouverture de faire des prods, donc compositeur, beatmaker, appelons ça comme on veut. Et avec l'expérience et les galons, être directeur artistique, être réalisateur, voilà, sur un projet. C'est-à-dire qu'on t'appelle à quelle étape? On m'appelle à l'étape où tout va mal. Voilà. Au tout début, quand tout va mal, quand il faut lever la tête. Oui. À ce moment-là, on m'appelle beaucoup parce que je suis, on va dire, un pseudo-développeur. C'est-à-dire que j'ai développé pas mal d'artistes, développé pas mal de carrières. Artistiquement parlant, après c'est aussi, artistiquement parlant, ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est un autre travail, ça. Ça peut être musicalement parlant, ça peut être psychologiquement parlant, ça peut être sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est très large aujourd'hui. C'est très large le développement. Aussi, je peux bosser aussi avec des grands noms, des stars, appelons ça comme on veut, aussi qui viennent pour le côté franchise et aussi pour avoir quelqu'un qui a un certain statut, une certaine crédibilité pour pouvoir bosser avec et être franc et amener de belles choses. Alors toi aussi, tu es un enfant de Marseille. Oui. Tu es né où? Moi, je suis né à Belzunce. À la rue Mission de France. Tiens, on est encore au centre-ville. Ouais, encore au centre-ville, le CV. Comme par hasard. Quand ça vient de Reda, c'est le centre-ville, c'est obligatoire. Bon, et Reda, ta rencontre avec l'adjoint, ça s'est fait comment? Ça remonte à quand? Alors, on s'est rencontrés il y a quelques années où dans la même soirée on a discuté et en fait je connaissais son grand frère qui était avec moi à l'école et que lui, on se connaissait tous. On était au centre aéré ensemble. En fait, sa tête me disait quelque chose. Et puis on a discuté et on s'est rendu compte qu'on était au même centre aéré. Étant petit, c'est vrai. C'était quoi le nom du centre aéré? Je l'ai plus de tête. C'était Velten, je crois. Velten, c'est ça. C'était à Velten. Donc moi, j'ai rencontré Reda, j'avais 6 ans ou 7 ans. Et toi, l'adjoint, comment tu as commencé ce travail dans le milieu du rap Alors à la base, j'ai commencé moi en 96 où c'était mon grand frère justement qui m'a poussé un petit peu dans le rap, à écrire, à rapper, à fumer, à plein de choses. Et donc ensuite, j'ai commencé à faire des scènes avec un groupe, avec mon frère et 2 amis. Et par la suite, j'ai rapidement voulu avoir un home studio, un studio d'enregistrement chez moi. Et après ensuite de fil en aiguille j'ai fait une formation. Au départ alors? Non, c'était vraiment ingénieur du son juste pour m'enregistrer. Okay. C'était vraiment pour m'enregistrer dans ma chambre, puisqu'en fait avant il n'y avait pas toutes les infrastructures, il n'y avait pas tous les studios d'aujourd'hui et ça valait très très cher en fait de réserver une session studio. Donc j'ai fait derrière une formation ingénieur du son. Par la suite j'ai fait un stage dans un bon studio de l'époque qui s'appelle Impulsion. Ensuite j'ai travaillé à la Savine pendant 12 ans. Voilà, à la Savine chez les B-Vice. Et de là où j'ai fait toutes mes classes, où j'ai commencé aussi à faire des prods, puisque les compositeurs ça courait pas les rues.
à cette époque-là. Donc voilà, je me suis élargi, on va dire, j'ai élargi le panel musical où j'ai commencé à faire des prods aussi. Et de là est parti tous les développements d'artistes comme les Jules, les SCH, les Sosomanes, les Koffs et tout ce qu'ils en suivent. Et en fait, j'étais, on va dire, le bon lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération en termes de hip-hop. J'ai toujours les valeurs d'avant, mais je connais les codes d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a amené à pouvoir travailler avec tout le monde. C'est ce que tu me disais, Reda, c'est le parcours de ce garçon, quoi, en fait, dans la plus grande discrétion, quasiment. C'est ça, c'est quelqu'un qui se met pas forcément en avant, mais qui a collaboré et qui collabore encore avec énormément d'artistes. Et aujourd'hui, moi, ce que je voulais avoir de ta part, l'adjoint, c'est une petite exclue. Je voulais savoir de quelle manière tu travailles et comment tu bosses avec ces artistes, ces fameux artistes américains. Alors, ça, c'est une connexion que j'ai fait à une... comment dire, un genre de séminaire qui s'appelle la MPC Convention, voilà, la Music Producer Convention. Et en fait, ça a ramené tous les ingénieurs du son et les compositeurs du monde entier, et les plus renommés en plus. Genre, j'ai rencontré Major 7, Ty5, j'ai rencontré, je sais pas après si vous connaissez, mais c'est des mecs qui ont produit du Lil Wayne, du Jay-Z, du Meek Mill, du Busta, du Eminem, c'est archi lourd, quoi. C'est le sommet de la montagne. Et en fait, j'ai rencontré tous ces gens-là, et comme ça m'a crédibilisé, parce que moi aussi je faisais une masterclass là-bas, en fait, on a tous échangé ensemble, et il y en a un particulièrement, c'était Shroom. Ouais. Qui s'appelle Shroom, un Hollandais, qui bosse notamment avec Wu-Tang, qui bosse avec Mobb Deep, qui bosse avec pareil du Eminem, du Busta, du Nas, du Meek Mill, la base du rap américain. Voilà, que du lourd. J'ai fait une connexion avec ce gars-là. On a accroché, ça a été un petit peu le coup de foudre artistique, et du coup comme il a kiffé, on s'est kiffé humainement, ça part de là à la base. Ensuite musicalement il est descendu à Marseille, on a commencé à bosser ensemble, il a grave kiffé les résultats, et de là on a commencé à envoyer à des quinries genre du Redman, du Styles P, du Big Sean, enfin tu vois des trucs légendaires pour moi, tu vois, et on a commencé à réussir à placer ce genre là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Un Marseillais qui arrive à travailler à l'international, c'est une dinguerie. Ouais, c'est impressionnant. Alors, je voudrais qu'on fasse un pont maintenant avec Gamo qui est à côté de nous. Hey, Gamo. Parce que lui, c'est aussi un artiste. Le talent est dans les doigts. Ouais. Comment tu nous décris Gamo, Reda? Gamo, c'est pareil, c'est une culture aussi urbaine qui fait partie depuis toutes ces années, hein. Le graffiti, le tag, c'est vraiment... Ouais, c'est comme la danse, c'est comme le hip-hop, c'est comme le beatmaking ou le DJ. Il en fait partie de cette culture urbaine. Et c'est un artiste qui m'a beaucoup plu, qui m'a choqué parce qu'il fait des fresques sur des bâtiments, sur la totalité du bâtiment. Voilà, oui, des fresques monumentales, j'ai vu ça, effectivement. Et on a eu la chance dans la boutique, il nous a fait une fresque, mais un petit miniature de ce qu'il sait faire. On l'a dans la boutique là-bas. En même temps, il a fait la hauteur sous plafond, hein, il ne peut pas faire plus. Gamo, voilà, moi ce que je voulais, c'est que tu te présentes d'un premier temps et savoir un peu comment tu as pu rentrer dans cette culture urbaine avec le graffiti et de quelle manière tu bosses. Comme tu le sais, je suis du Panier, du coup je suis né rue Sainte-Françoise, moi, tu vois, et juste derrière le flic. Et du coup en fait le truc c'est que moi mon introduction à ça a été surtout, j'ai eu la chance de naître au Panier, il y avait la fresque là, la grande fresque de force alphabétique, exactement, le C marseillais. Du coup moi quand j'étais petit je voyais ça, elle est de 91 cette fresque, moi je devais avoir 7 ans tu vois à l'époque, et du coup j'étais comme un fou dessus, et du coup je continuais le dessin petit à petit, de dessin à la bombe et sur les murs, et à force de répétition, tu fais de plus en plus de gros murs et de plus en plus de grosses prod. On se posait la question d'ailleurs avec Thierry, comment tu te projettes sur le mur? Est-ce que tu fais un rétroprojecteur ou c'est vraiment à la tête? Tu projettes le contour non. avec... Alors, ça dépend. Le truc c'est que les vidéos proches c'est récent. À l'époque il n'y en avait pas, du coup moi ce que je faisais c'était avec des potes, hein, c'était au rouleau en fait, on prenait des énormes perches. Oui, mais pour les proportions, quand tu fais quelque chose... Les proportions tu les prends en faisant de plus en plus des gros murs, tu vois, de grosses prods, et petit à petit tu t'habitues en fait à passer d'un mini dessin à une énorme prod sur un mur, quoi. Donc tu graves depuis combien de temps?
Attends, j'ai 38 ans, ça doit faire presque un peu plus de 20 ans maintenant. Parce que les débuts, je parle. J'imagine que les parents, ça a dû les affoler parce que c'était le graphe, c'était sauvage. D'ailleurs, on disait des tags, on disait pas des graphes. C'est devenu artistique aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était moins quand même. Le milieu était moins ouvert à l'époque, on va dire. Et avec l'avènement du street art et de tout ce qu'il y a eu, maintenant on est sur de l'art urbain, on n'est même plus là-dessus, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça a pris différentes formes. Mais si on parle de graffiti à la base, ça reste très lié au hip-hop et très codifié par rapport à ce monde-là. Et ça excluait du coup une bonne partie des gens qui ne connaissaient pas ce monde-là en fait. Alors c'est quoi ton style, toi? Parce que tous les graffeurs moi je fais du personnage. Moi c'est vraiment des persos inspirés justement des. En fait, c'est toute une évolution qu'on a en France en fait sur le personnage. Tu vois, moi je me place après 3 générations déjà presque. Du coup, il y a des mecs qui ont fait du taf avant moi, et moi j'ai l'évolution qui continue, quoi. C'est-à-dire personnage un peu street, dans un délire de b-boy à l'époque, quoi. Tu peux nous décrire l'espace Julien, là, ce que tu as fait? Enfin, sur le cours c'était sur la rue Bédaride. Elle date un peu cette fresque, mais c'était un énorme perso avec une allumette. Parce que j'aimais bien ce truc de l'allumette là qui représente un peu, c'est comme la vie, tu la grattes, tu la brûles et voilà, c'est parti, tu vois. Et tu as des dernières réalisations sur la ville? Et là, dernièrement, sur la ville, non pas trop. J'ai plus fait des trucs à l'extérieur, en fait, que des trucs sur la ville. Ah, par exemple, tu Après, travailles là, tu travailles jusqu'où? Là, en ce moment, moi, en fait, si tu veux, je suis revenu au panier. Le panier, on l'a repeint. Je suis revenu en 2012, si tu veux, au panier. Et je revenais d'un voyage du Brésil. Et à ce moment-là, au Brésil, c'est pas le mieux, ça. Il peut y en avoir. Alors, le truc, c'est qu'après, c'est toujours le même. Faut rentrer dans la mairie, quoi. C'est pas ce que tu préfères. Non, c'est pas que je préfère ou pas. C'est juste qu'il faut avoir le contact, quoi. Voilà, ce garçon donc s'appelle Gamo. Il faut retenir son nom et il tient un projet. Là, il y a une actualité. Là, prochainement. Qu'on peut dire. Là, je suis sur du studio, en fait. Je bosse à la maison, là, surtout. Du coup, ordi, là, j'ai 2 événements là qui arrivent. J'en ai un en Bretagne et un autre à Milan. Des pochettes d'albums déjà ou pas? Pochettes d'albums, là, non, je suis sur un truc pour du reggae là, en ce moment. D'accord, voilà. Parfait. Il y a 3 têtes de reggae, Scaramucci et d'autres gars. Voilà. Voilà, tu nous as fait découvrir, Reda, encore un bel artiste. Eh ben merci. Et voilà, on pourra encore te poser plein de questions. Combien de temps tu mets pour faire une fresque et tout ça, mais on va devoir s'arrêter. T'inquiète, y'a pas de souci. La prochaine. Je voudrais, pour terminer cette première émission, Reda, te remercier sur ce t-shirt collector que tu as effectué donc avec le logo de Radio Star au milieu, mec de la rue, Chronique de Mars, pardon. Voilà, il est magnifique. On va se donner rendez-vous mercredi prochain. Oui, si tu veux bien, avec d'autres invités à partir de 19h. Et puis en attendant, je vais te laisser le mot de la fin. Tiens. Le mot de la fin? Aïe, on n'avait pas prévu ça. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon ben voilà, il y aura d'autres invités. Et, on vous donne rendez-vous ici. En attendant, vous avez la boutique Mec de la Rue qui est au centre Bourse. On est encore au centre-ville, on est dans ton quartier, là où tu as grandi et tu es chez toi ici. C'est ça, on est là, on est encore à la boutique pour un petit moment et à celui qui veut bien venir. Merci à Faf, merci à Tonton. Merci à Faf, Gel, Tonton. Merci à Gel. Merci à l'adjoint, merci Gamo, merci aussi à Sylvain qui m'a fait... Non, pas Sylvain, pardon. Je me suis trompé, c'est Sydney des TKO qui nous a fait ce gros graffiti quand je suis rentré dans le magasin. Il est monstrueux aussi. Et ce Marseille qu'on voit porter désormais un petit peu partout dans la ville. Salut Reda, bonne semaine. Merci à vous, au revoir.